Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants? Marie-Estelle Dupont, j'ai envie de dire qu'on est tout le temps en temps de crise. Ça fait 40 ans qu'on est en temps de crise. Absolument, Pascal. Et l'idée de ce livre est partie de ce constat. Ça fait 40 ans qu'on est en temps de crise. Donc quand on est Et parent, est-ce qu'ils qu'il faut dire aux n'entendent- enfants, par exemple, est-ce qu'il faut dire aux enfants, comment leur expliquer? Vous avez des jeunes enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Est-ce que vous leur avez dit ce qui s'est passé vendredi dans une école? Alors, celui qui est au collège, bien sûr. Ceux qui sont en petite section de maternelle, non. Mais celui qui est au collège, évidemment, que je lui ai expliqué. Mais il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, Pascal, j'étais à France 2 pour parler de Samuel Paty. Donc, on a tous un sentiment d'écœurement. Et je crois qu'il ne faut pas mentir à nos enfants et mettre la tête dans le sable parce que Mais qu'est-ce que vous lui avez toute dit émotion précisément? refoulée est une émotion qui va revenir. En lui disant, voilà ce qui s'est passé dans cet établissement. Voilà pourquoi tu vas certainement avoir un déploiement d'un plan Vigipirate dans le collège. Actuellement, moi, ta mère, je souhaiterais que tu évites ceci ou cela par mesure de vigilance. Maintenant, lui n'est pas gagné par l'anxiété, donc je crois que chaque parent fait en fonction de l'âge, de la maturité, de la sensibilité de son enfant. Évidemment, la première chose à faire, c'est de ne pas leur montrer d'image. Donc, pardon si je dis ça dans un média, je vous fais de la contre-publicité, mais pour les enfants, pas d'image à la télé, pas de Twitter, pas de réseaux sociaux là-dessus. On n'en montre pas à la maison. En revanche, on remet de la parole, puisque l'image, elle sidère la pensée. La parole, elle remet en route de la réflexion. Donc voilà, je t'explique, le terrorisme, c'est pas la guerre. Là, c'est un acte d'un psychopathe qui veut détruire, mais qui veut non seulement tuer quelqu'un, mais faire peur à tous les autres. Vous dites Donc, psychopathe? ah bah oui, il faut qualifier. Enfin, je veux dire, il faut dire vraiment que Non, mais ce sont des psychopathes, les gens qui font des gestes barbares. Ils sont psychopathes au sens où il n'y a absolument pas d'empathie et il y a un véritable désir en fait d'effrayer. C'est la base du terrorisme. Donc je crois qu'expliquer aux adolescents qu'il y a une différence entre le terrorisme et la guerre, que le peuple n'est pas le gouvernement, que le gouvernement n'est pas l'organisation terroriste, remettre chacun en fait à sa place, c'est leur donner des éléments de langage pour penser quelque chose qui à un moment donné devient très effractant pour leur psychisme. je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale qui vient de s'exprimer au lycée Charlemagne à Paris ce matin, Gabriel Attal. Il demande plus de sécurité physique évidemment, de sécurité intellectuelle aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école. On se sent toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. J'ai ensuite échangé avec des élèves d'une classe de 3e, avec leur enseignante de lettres. On a lu un texte de Victor Hugo sur le rôle de l'école. Un texte qui finalement dit que l'école est plus forte que tout. C'est aussi le message que je suis venu adresser ce matin. Nous sommes le 16 octobre, c'est une journée évidemment particulière. Il y a 3 ans, Samuel Paty était assassiné parce qu'il enseignait. Il y a 3 jours, Dominique Bernard a été assassiné parce qu'il enseignait. Cette journée, c'est une journée absolument majeure, où l'école se tient debout, je l'ai dit. Brigitte Macron a aussi pris la parole ce matin. C'est un métier de vocation. C'est un métier de vocation et je veux leur dire à quel point nous sommes tous solidaires. Mais je pense qu'ils le savent. Ils le savent, c'est très important qu'on le soit dans des moments comme aujourd'hui, que nous restions unis et que si nous restons unis, il y a des chances que le reste du monde le soit aussi. Restons unis, ce sont les paroles de Emmanuel Macron également, ce qu'il avait dit après dans son allocution jeudi soir. Brigitte Macron qui a parlé aussi du sujet de la laïcité. Ça n'est pas être contre la laïcité. C'est véritablement, il faut bien expliquer ce que c'est parce que je pense que c'est mal compris. On ne s'élève pas contre quelque chose. Et on explique comment on voit le monde. On va marquer une pause à 12h09 et avec Marie-Estelle Dupont. Si vous nous écoutez, vous pouvez d'ailleurs l'interroger, peut-être Marie-Estelle Dupont, parce que vous êtes parent. On ne sait pas toujours les mots que nous devons dire pour des enfants. Vous disiez tout à l'heure collégien. Collégien, ça va de la 6e à la 3e. On parle peut-être pas à un enfant de 12 ans comme un enfant de 15 Tout à fait. ou 14. Je retiens quand même ce langage de vérité que vous avez mis en place, de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité, il faut éviter 2 écueils quand on est parent, le déni et la panique. Voilà, donc on gère nos émotions, on gère notre angoisse et on pose des mots et on dit la vérité parce qu'un enfant, si on lui ment, on lui donne aucune clé, on l'enferme dans quelque chose. La pause et nous revenons tout de suite. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Et c'est vrai que les enfants aujourd'hui subissent... Alors,
Toujours une question d'ailleurs. Est-ce que les enfants subissent aujourd'hui plus d'agressions qu'ils ne subissaient il y a un siècle, il y a 50 ans ou il y a 10 ans? Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'en fait, la problématique récurrente dans le modèle de société dans lequel on est, c'est que l'enfant n'est plus à sa place d'enfant, en fait. Et ça, c'est une agression. C'est-à-dire que quand je décris ce que c'est qu'un traumatisme dans le livre et en quoi les mesures qu'on a pu prendre pendant la crise Covid ont été à l'origine d'une vague pédopsychiatrique, c'est pas, si vous voulez, la difficulté qui traumatise. Des difficultés, il y en a à toutes les époques. C'est le fait que l'enfant ait perdu sa place d'enfant. Et c'est nouveau, vous trouvez? Que toutes les places aient été confuses. Quand on a déstructuré tous les repères, tous les cadres, toutes les figures d'autorité, alors que l'école devient un lieu où on check le virus, que les parents sont eux-mêmes infantilisés par les mesures extérieures, etc., tout est confus pour un enfant. Il ne peut pas se positionner et c'est contraire, évidemment, Mais est-ce que à son c'est développement. nouveau? C'est ça qui m'intéresse, parce que il y a un siècle, vous aviez des enfants qui travaillaient à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, peut-être pas il y a un siècle d'ailleurs, il y a 150 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre époque pour les enfants? Ce qui est nouveau dans notre époque, ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, il ne faut pas prendre la crise sanitaire comme le début de quelque chose. Je pense que c'est l'aboutissement d'un processus, la manière dont on a géré les choses, qui est à l'œuvre depuis 40 ans. C'est-à-dire que je pense que depuis 40-50 ans dans notre société, on a la mauvaise anthropologie. Et si on a une mauvaise anthropologie, forcément, on fait des erreurs dans toutes les autres sciences sociales, la Et qu'est-ce sociologie, que vous l'histoire, appelez l'éducation, anthropologie? la psychologie La aussi, je mauvaise anthropologie. m'inclus dedans. Eh ben, on a redéfini l'être humain, on a redéfini la santé déjà comme un chiffre de circulation virale, hein. La santé, c'est devenu des statistiques, hein. Il n'y en a plus de vision globale et holistique de l'équilibre humain, ce qui est pourtant la définition même de l'OMS, de la santé. Et on a redéfini l'homme, comme le disait Bernanos, comme un consommateur contribuable, c'est-à-dire comme avec une définition exclusivement matérialiste de l'être. Donc on a totalement vidé finalement la société de sa dimension spirituelle. Or, dans les périodes difficiles, c'est évidemment le recours à la spiritualité qui permet de faire face. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont basculé dans la peur, parce que quand vous faites croire à l'homme qu'il est tout-puissant, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, dès qu'une difficulté arrive, il a besoin de se raccrocher à une croyance. Et si on n'a pas une croyance spirituelle, eh ben, on a trop de croyants, on attend trop de la technologie, on attend trop de la médecine, etc., etc. Donc les gens ont basculé dans la peur, et quand on a peur, on ne discerne plus, on tombe dans une pensée binaire, et c'est ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a eu une hystérisation du débat, rappelez-vous Pascal, qui était très préoccupante, il n'y avait plus de nuances. Alors on est avec Pierre. Bonjour Pierre, qui est peut-être concerné par ces questions-là, parce que vous avez des jeunes enfants à la maison ou des adolescents chez vous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pascal. J'ai effectivement un garçon avec moi qui a 11 ans et qui est en 6e. D'accord. Et vous lui avez parlé, par exemple, de l'attentat terroriste de vendredi? Alors effectivement, moi je suis régulièrement les informations, je lis des journaux et des hebdomadaires, des mensuels, et notamment je regarde la télévision, donc forcément mon fils est baigné dedans, donc il est au courant de l'actualité, il a vu ce qui s'est passé en Israël, il a vu l'attentat de vendredi. Il a vu, dites-vous, et Marie-Estelle images, disait oui. il ne faut pas montrer peut-être Ouais. les images. Est-ce que, Ouais. fort de ce que dit Marie-Estelle Dupont, vous allez aujourd'hui hésiter à mettre votre fils devant les informations? Il a 11 ans, hein, c'est très jeune. Oui, il a 11 ans, oui. Alors, justement, moi, j'ai considéré que comme les images étaient quand même floutées et avaient été diminuées dans leur violence, on va dire, j'ai pensé que c'était tout à fait possible qu'il les voie. Et de toute manière, il a fallu que moi j'évoque avec lui ce qui était passé, ce qui s'était passé en Israël, et les mots même pour expliquer ce qui s'était passé, même les mots sont violents. Donc je ne pense pas que l'image rajoute de la violence, mais bon, ceci dit, moi c'est pas sur ce terrain-là que je me pose la question, c'est plutôt sur les interrogations de mon fils. Hein. Lui, il est métis, hein. J'ai un garçon métis, sa maman est mahoraise de Mayotte, et donc il est vraiment confronté au problème de la religion, au problème des difficultés du racisme, tout ça. Donc je suis obligé de parler de ça avec lui en fait. Voilà. Et peut-être avez-vous une question ou un conseil à demander à Marie-Estelle, à moins qu'elle-même souhaite vous poser une question? Non, j'ai pas de questions à lui poser. Non. Tout va bien. Enfin, dans la mesure du Bah non, je possible, pense que on va c'est un dire. papa qui est à Tout va côté de bien. son fils, en fait. Donc,
Bah merci, merci. Merci de votre témoignage. Oui, enfin, moi, je voulais témoigner surtout par rapport à autre chose. Je ne sais pas si on vous a bien transmis l'information. C'était par rapport au climat aujourd'hui, suite à l'organisation de la journée à l'école et le plan qui a été défini par le ministre Attal. Moi, je suis professeur, je suis enseignant. Et c'est pour ça que je voulais témoigner, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre Mais non, mais je vous en prie, émission. au contraire, vous pensez que c'est pas une bonne chose qui a été mise en place aujourd'hui, la minute de silence à 14 heures, parler avec les élèves le matin? Alors, écoutez, moi, je vous dis simplement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le ministre. Et j'ai moi-même, l'autre jour, quand il y a eu le massacre de bébés en Israël, dès le lendemain, j'ai proposé, et je dis bien proposé, à mes élèves de 3e, 1 minute de silence. Je leur ai proposé, ils ont accepté. On n'avait pas eu d'instruction. Hein. Moi, j'ai pas parlé de politique. J'ai dit qu'il y avait eu un massacre horrible avec des enfants. Ils étaient au courant pour la plupart, les élèves. Donc ils m'ont dit, on est d'accord, c'est horrible. On a fait une petite minute de silence. Suite à ça, j'ai constaté dans mon établissement que un certain nombre de professeurs relativisaient ce massacre, justifiait plus ou moins, on va dire, parce que Israël était un État avec un gouvernement d'extrême droite, que donc 1 minute de silence ne serait pas nécessaire. Enfin, en gros, ça revenait à dire ils sont morts, mais c'est pas grave parce que c'est un État fasciste, quoi. Donc moi, ça m'a confirmé dans l'idée qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation nationale, et j'en ai eu encore la preuve aujourd'hui, on a un certain nombre de nos collègues qui sont dans l'idéologie qu'on pourrait appeler islamo-gauchiste ou gauchiste, qui fait qu'ils n'ont même pas besoin de s'auto-censurer en réalité, parce qu'ils partagent à la base des conceptions de cette idéologie dominante. On dit toujours qu'il y a 50% des professeurs qui s'auto-censurent pour ne pas aborder des points, vous savez, des points litigieux. Mais pourquoi les autres ne le font pas ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin de le faire. Ceux qui s'autocensurent, c'est des profs comme moi qui ne partagent pas cette idéologie et qui sont pas sur cette ligne. J'espère que 50% des profs ne partagent pas l'idéologie de l'ultra-gauche en France et ne considèrent pas, par exemple, que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. J'espère maintenant. Vous êtes professeur de quoi, Je suis Pierre ? professeur d'allemand. Je suis professeur d'allemand et c'est pour ça que Et vous êtes dans quelle région ? Dans le Finistère. Alors voilà, donc le Finistère, c'est vrai qu'ici, là où je suis, c'est très à gauche historiquement. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que dans le temps, les terres de gauche, qui étaient la gauche républicaine du PS, sont devenues parfois très LFistes, disons-le. On marque une pause, restez avec nous et on termine cette petite discussion ensemble. À tout de suite. Et vous Pierre, qui est professeur d'allemand dans le Finistère, qui nous dit quand même quelque chose d'effrayant, qui nous dit que les professeurs n'ont pas besoin forcément de se censurer puisqu'ils partagent cette idéologie d'extrême gauche et j'imagine quand même qu'il faut apporter des nuances à tout cela. Vous êtes dans un établissement public, Pierre ? Oui, je suis dans un établissement public. Je tiens à signaler quelque chose d'important, si vous voulez. C'est que j'ai été enseignant outre-mer pendant très longtemps. Et ça fait que 2 ans que je suis en métropole. Et quand j'étais en outre-mer, bon, je ne vais pas donner de lieu parce que j'ai pas envie que certaines personnes me reconnaissent ou réagissent forcément, mais il n'y avait pas ce problème. On n'avait pas de problème de racisme, d'hystérie au niveau des discussions politiques. On avait une liberté de parole. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait, évaluer le pour, le contre, etc. Depuis que je suis en France, je sens que je dois marcher sur des œufs. Non, mais et c'est que vrai. Chaque chose que je dis peut être critiquée. Mais c'est vrai aussi pour les journalistes, vous avez parfaitement raison. On est très prudent parce que la société française est fracturée. Donc on le sait bien sur ces sujets-là. Voilà. Et on le voit bien, mais la difficulté, c'est de savoir si cette idéologie est absolument minoritaire ou elle est portée par une poignée d'intégristes islamistes ou si aujourd'hui elle s'est répandue, notamment parmi les jeunes, d'une manière plus importante. Mais cette question, je ne sais pas si vous pouvez vous-même mesurer dans le Finistère avec les élèves que vous avez dans votre classe.
Au niveau des élèves, je dirais plutôt qu'ils sont tout à fait prêts à débattre. Et j'ai même moi fait ce matin, suite aux instructions du ministre, un débat d'1 heure avec des élèves de classe de 5e qui se sont montrés très ouverts et pas du tout dans l'excès. La discussion a porté sur qu'est-ce que c'est que la religion, comment on peut comprendre que des gens se radicalisent, etc. Ça s'est très bien passé. Aucun débordement, aucun propos excessif. Par contre, au niveau de mes collègues, pour répondre à votre question, moi, au doigt mouillé, je vous dirais qu'il y a au moins un bon tiers de collègues qui sont clairement dans une idéologie, une mouvance ou une sensibilité qu'on pourrait qualifier de très 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 à gauche. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est vrai que ça existe dans l'éducation nationale. Alors après, au doigt mouillé, comme vous dites. Mais je peux vous donner quelques exemples. J'arrive en cours le lundi suite aux attentats d'Israël, donc lundi dernier. J'arrive, salle des professeurs. Au début de la journée. Aucune réaction, aucune discussion. Comme si la vie continuait de tous les jours. On parle du jardin, du jardinage, de ceci, de cela. Aucun propos sur ce qui s'est passé en Israël. Ensuite, l'autre jour, on a cet assassinat de ce professeur à Arras. J'arrive ce matin en classe. Aucune discussion, rien. Oui, mais bon, ça veut peut-être. Ça dépend comment on l'interprète. C'est peut-être une volonté entre professeurs de ne pas parler de sujets sur lesquels les uns et les autres ne seraient pas d'accord et de ne pas faire entrer la politique dans une salle de profs. On peut l'interpréter de différentes manières. Estelle Dupont, Marie-Estelle Dupont. C'est de savoir quelle est la proportion de gens qui ont cette idéologie à l'école, mais en fait je crois que si on dézoome un peu, la question qui est importante aujourd'hui à la fois pour nos enfants et pour la démocratie, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait régressé à une pensée tellement binaire que dans tous les domaines, qu'on parle d'Israël, qu'on parle du climat, qu'on parle du Covid, ça n'est plus possible d'avoir un débat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hystérisation de tout, de victimisation. Et quelle est votre explication, votre analyse ? Il y a cette tendance victimaire extrêmement qui rend les choses extrêmement binaires et on est désigné comme salaud sartrien si on n'est pas dans la doxa. Et votre analyse ? Dans la doxa du régime. Pourquoi ? Mais parce que je crois que c'est ce que décrivait déjà Tocqueville en démocratie. En fait, finalement, on va pas faire comme en dictature, on va pas envoyer à l'échafaud celui qui est pas d'accord, mais celui qui est pas dans le narratif officiel, finalement, on va l'ostraciser. Et on voit bien que pendant le Covid, par exemple, l'enfant qui n'avait pas son masque ou celui qui posait une question, mais est-ce que vous croyez pas que telle mesure a aussi des répercussions négatives sur les enfants, etc. C'était le méchant, c'était le salaud sartrien. Et c'est ça qui est préoccupant. À quoi je l'attribue ? Déjà, je l'attribue à la baisse du niveau d'instruction. C'est-à-dire que je pense que moins les gens sont instruits, moins ils sont en capacité d'exercer leur discernement et d'avoir un débat structuré, thèse, antithèse, synthèse, et donc de tolérer des contre-arguments, parce que finalement, si vous n'avez pas d'arguments à opposer, c'est très énervant que l'autre soit pas d'accord avec vous. Donc il y a la baisse du niveau d'instruction, et puis il y a cette espèce de management de la population à la peur, où en fait la communication veut lisser toute conflictualité dans le débat, et finalement les gens fonctionnent par conformisme. Il faut pas être marginalisé. Voilà, donc il y a ça aussi. Pierre, vous restez encore avec nous un petit peu ? Je voudrais juste terminer. Non, je vais pas pouvoir, mais je voudrais rebondir. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Marie-Estelle Dupont. C'est essentiel. Nous sommes en train, dans l'éducation nationale, de fabriquer ce que d'autres ont appelé des crétins diplômés ou des crétins moralisateurs. C'est de la morale systématique. Voilà. Et en fait, bien, mal, noir, blanc, mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Merci beaucoup, Pierre, de votre témoignage. On est beaucoup à avoir fait allemand, première langue, ce qui était mon cas, parce que dans les années 70, nos parents pensaient qu'il fallait faire allemand première langue parce qu'on était dans les classes de bons élèves. Classes, voilà. Donc moi, j'ai dû faire 7 ans d'allemand et je suis incapable de dire un mot. Donc je voudrais que vous m'aidiez et que vous m'expliquiez. Wenn ich ein kleines Kind lerne ich Deutsch. Aber vergesse ich alles. Qui veut dire je crois que ça veut dire quand j'étais un enfant, j'ai appris l'allemand, mais j'ai tout oublié. C'est très bien. Bon, j'ai bien accordé parce que la déclinaison wenn ich ein kleines Kind, je crois que la déclinaison est bonne. Restez avec nous quelques secondes, juste 2 secondes, et puis après on revient après la pause.